Sinon, on va passer aux présentations donc, du coup du GDR IASIS avec Yacine et Sylvie. Yacine, Oui, alors je vais partager avec vous ma ouais, présentation. allez-y, Hop, alors, hop, voilà. c'est bien. Et bon, vous voyez bien les slides? Parfait. Parfait. Alors, tout d'abord, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité et pour vous présenter un de nos thématiques de recherche qui se repose sur sur l'application de l'IA, de la vision par ordinateur sur les données archéologiques. Avant d'entamer la présentation, je veux bien donc me présenter un peu. Donc, je suis un nouveau maître de conférence à l'Université d'Orléans, au laboratoire PRISM, Axe Image Vision. J'ai travaillé longtemps sur l'application de l'intelligence artificielle, deep learning, sur l'imagerie médicale, et j'ai récemment commencé donc mes travaux sur les données archéologiques en collaboration avec Sylvie et avec le service d'archéologie de la ville d'Orléans. Ok, depuis 1968, le service d'archéologie de la ville d'Orléans a mené des fouilles sur le site de la Médecinière à Saran. C'est un site qui est daté de la période entre le 6e et le 9e siècle. Donc, ce site, elle est unique en France. Et les travaux dans ce site a livré un vaste ensemble de tessons céramiques répartis sur plusieurs fours. Alors, notre travail, nous, elle porte exclusivement sur les tessons qu'on a trouvés, qui contiennent les tessons décorés, décorés par des molettes. Les molettes, c'est les objets que vous voyez dans la figure à droite. Donc, c'est des objets cylindriques gravés de motifs géométriques, par exemple des losanges, des bâtons, des carrés, ainsi de suite, et que peuvent être fabriqués à partir de plusieurs matériaux, ou bien des matériaux différents, tels que les bronzes, le fer et le bois. Alors, chaque molette, selon son matériau, et son levure, a une empreinte particulière ou bien unique. Euh, et autre chose, le matériel, il joue un rôle dans le décor ou bien dans l'empreinte laissée sur le tesson. Autre chose, de plus, il y a la pression, la vitesse et le mouvement exercé par l'artisan pour fabriquer, pour tracer le décor. Ça aussi, il ajoute une signature à chaque empreinte. Voilà, ok. Alors, je reviens après sur ça. C'est ces empreintes uniques, permettant d'identifier les tests sont produits par la même molette, et ça est très important pour tracer ou bien pour comprendre les échanges commerciaux entre les régions dans l'Europe et pour donner des informations précieuses sur la civilisation passée. Par exemple, si on trouve un tesson qui est fabriqué par le même outil, je veux dire par la même molette, dans deux régions en Europe, par exemple dans Paris et dans Madrid, donc on peut dire que voilà, dans les anciennes civilisations, il y avait un échange entre ces deux régions. La méthode classique est basée sur ce qu'on appelle l'estampage manuel. C'est une méthode qui est vraiment une méthode longue et fastidieuse qui explique l'absence d'une grande base de données jusqu'à maintenant. Les archéologues passent
plusieurs temps pour identifier et regrouper donc les tessons qui sont fabriqués par la même molette. C'est une tâche vraiment, vraiment difficile, surtout si donc on a des petits fragments. Donc, on peut pas, et donc, c'est vraiment très difficile d'associer, donc, ou bien de regrouper, donc, les tessons qui sont fabriqués par la même molette. L'objectif de ce projet, ou bien des anciens projets, donc, c'était de automatiser ce processus de reconnaissance en utilisant donc la vision par ordinateur et les apprentissages, donc les algorithmes d'apprentissage profond, comme l'apprentissage par non, donc self-supervised learning et utiliser par exemple la méthode de pseudo-labeling pour exploiter les données qui sont non labellisées. Mais les défis, donc dans les défis, on trouve que voilà, donc on a une petite base de données qui est non étiquetée, donc les tests sont avec l'effet du temps, donc ils sont érodés, donc on voit pas vraiment donc la signature ou bien donc les décors, ils sont effacés sont un peu effacés donc dans les tessons. Et donc les d'autres défis majeurs, c'est la grande variabilité intraclasse. On a dit que donc dans une classe ou bien avec la même molette, donc la méthode d'application avec la même molette, c'est l'artisan, donc selon la vitesse, la pression appliquée et tout ça, donc on peut avoir deux tessons qui sont fabriqués par la même molette, mais qui sont légèrement différents. Et on trouve le quatrième défi, c'est la similarité intraclasse. Donc, deux tessons ou bien deux tessons fabriqués par deux molettes différentes, mais de la même type de décor, donc peut être très 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 similaire. Et surtout donc si on ne trouve pas donc l'élément qui on va revenir sur ça. Donc généralement donc les archéologues donc ils identifient maintenant donc les tessons qui sont fabriqués par la même molette par leur défaut. Par exemple, s'il y a une dent qui est dans la molette qui est cassée ou bien déformée, donc elle cherche cette déformation dans les tessons. Si on trouve donc deux déformations la même déformation sur deux tessons différents, donc on est sûr que ces deux tessons sont fabriqués par la même molette. Mais si on a un petit fragment de tesson dans lequel on trouve pas, généralement c'est le cas, dans lequel on ne trouve pas donc cette déformation, donc on n'est pas sûr. Donc c'est vraiment très 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 difficile de dire que ce décor, bien ce type de décor, elle est fabriqué par une telle molette ou une autre. Donc pour passer à l'automatisation, donc on a créé donc la base de données. Donc pour numériser donc les données, donc nous avons utilisé un scanner 3D donc qui lance donc une acquisition. Donc c'est une acquisition 3D qui génère un nuage de points 3D que vous voyez dans la figure 7. Donc les types des motifs principaux qu'on trouve dans la base de données, donc c'est le losange, les bâtons, les carrés sur 2 registres, des carrés sur 3 registres, des chevaux et des œuvres. Donc ça c'est les principaux types de décors qu'on trouve dans la base de données. Ok, donc la méthodologie donc que nous avons proposée donc, il suit les étapes suivantes. Donc, première étape, toujours, donc, c'est un pré-traitement. Donc, on va voir, donc, dans le pré-traitement, donc, on a fait pas mal de choses. Et après, donc, l'augmentation de données, puisqu'on a qu'une seule petite base de données qui est étiquetée. Après, donc, à partir donc, pour comparer, donc, pour laisser, donc, le modèle se focus sur le décor et non pas sur la forme de tesson fragmenté. Donc, on a décidé de faire une segmentation pour extraire que le décor à partir de tesson. Après, donc, donc faire un apprentissage de caractéristiques pour extraire des caractéristiques
pertinente et discriminante qui permet de regrouper les tessons qui sont fabriqués par la même molette, par des molettes similaires. Okay. Donc, pour le pré-traitement, nous avons décidé dans un premier temps, donc on a dit que voilà, donc on va travailler sur, au lieu de travailler avec les 3D, donc on va travailler sur des images 2D, donc à partir de nuages de points, donc on capture une vue 2D, c'est-à-dire un vue 2D de nuages pour extraire une image 2D. D'accord, mais le problème que nous avons constaté que l'acquisition de données n'était pas normalisée. Donc on voit par exemple dans le vue à partir de l'axe Z que donc les tessons ne sont pas tous les tessons ne sont pas alignés. C'est-à-dire que ils sont pas dans le plan XY. Donc, la première étape que nous avons proposée, c'est de aligner, de faire des rotations de manière automatique. Donc, nous avons utilisé l'algorithme Randstad qui consiste à estimer donc le plan. Donc, on a un nuage de points. Donc, on sélectionne aléatoirement 3 points à partir de cette nuage de points. Puis, donc, on calcule ou bien on estime le plan à partir de ces 3 points et on mesure. Donc à partir de ce plan, donc on voit on compte le nombre de points qui appartient à ce plan. Donc, et on répète à chaque fois. Donc, on sélectionne des points aléatoires et on calcule de combien de points qui appartiennent à ce plan. Et à la fin, donc, on sélectionne le plan qui contient donc le maximum de points. Et donc, une fois donc on a le plan, donc on calcule l'angle. Lorsqu'on dit un plan, ça veut dire qu'on a le vecteur normal sur le plan, et on mesure l'angle entre ce vecteur normal et l'axe Z. Donc on a la normale du plan et on a donc l'axe OZ. Donc on a l'angle. Et puis, donc, on applique une rotation pour rendre la normale de plan, c'est-à-dire la nuage de points, pour la normale de plan, pour qu'elle soit alignée avec l'axe Z. Comme ça, donc, on va normaliser la capture de vue pour toutes les données d'entrée. Autre chose, donc, pour faire donc la segmentation, donc on a besoin de créer des masques ou bien de créer donc la vérité terrain. Donc pour cela, donc nous avons sélectionné donc 100 tessons différents et nous avons segmenté manuellement donc ces tessons en 3D pour créer un couple image et le masque de la région qui contient que le décor. Mais comme j'ai signalé, donc on a utilisé puisque on a sélectionné que 100 images, donc on a besoin d'augmenter la base de données pour la segmentation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai appliqué plusieurs rotations, des rotations sur l'axe X, Y, Z pour capturer plusieurs vues pour chaque objet, 3D. Donc, en appliquant plusieurs rotations, on a extrait plusieurs vues de même objet. Donc, on a fait une sorte d'augmentation de données pour entraîner notre modèle de segmentation. Alors, pour la segmentation, donc, nous avons utilisé le modèle Dino. On s'est basé sur le modèle Dino. Dino, c'est pour les gens qui le savent pas, donc c'est un transformer, c'est un vision transformer qui est entraîné par le principe de le principe de l'apprentissage auto-supervisé, et il utilise la distillation
pour extraire des caractéristiques très pertinentes. Alors, donc, le modèle Dino, donc, il prend généralement donc, une entrée de dimension 224 fois 224 et notre Tesson est à une dimension de, par exemple, W fois H. Donc, si on fait directement donc, le resize de cette taille à la taille d'entrée, c'est-à-dire à la taille de 224 fois 224, donc vous voyez, on déforme donc notre décor, ou bien le décor qui est tracé sur le Tesson. Donc, pour résoudre ce problème, nous avons proposé au départ de rendre l'objet donc carré, c'est-à-dire ajouter des zéros pour rendre l'objet carré, et après appliquer donc un redimensionnement pour le rendre l'image à la taille de 224 qui est utilisée comme entrée de le réseau Dino. Ok, donc le modèle que nous avons proposé pour la segmentation, donc il est, comme j'ai signalé, il est à base de Dino. Donc, on a extrait les caractéristiques à partir de plusieurs niveaux d'abstraction, c'est-à-dire qu'on a pris donc les sorties de bloc 3, bloc 6, bloc 9 et bloc 12 pour extraire des caractéristiques riches. Et on sait que, donc, comme elle est montrée, donc plus en allant dans la profondeur, plus le réseau il apprend des caractéristiques globales. Et puisque donc on s'intéresse à la texture, donc aux décors qui sont dans l'image, donc on a besoin des caractéristiques de différents niveaux, ça veut dire de niveaux bas qui capturent des caractéristiques qui ont plus des caractéristiques fines qui capturent de la texture qui ont plus en relation avec la texture et les caractéristiques de couches intermédiaires et haut qui capturent plutôt donc la corrélation entre ces caractéristiques ou bien les patterns entre ces caractéristiques. Ok, donc à partir de chaque vecteur de caractéristiques, à la sortie de chaque bloc, donc on fait un reshape pour rendre les caractéristiques sous forme d'un tesson, d'un tenseur de 3D, c'est-à-dire DL fois L. Et puis, donc, on applique un SIGHEAD. Le SIGHEAD, c'est un réseau à base de CNN qui permet de prédire à partir de ces caractéristiques de chaque bloc, prédire donc le masque. Ça veut dire la partie qui contient la texture ou bien le décor. Ok, donc on a plusieurs, donc à partir de chaque niveau d'abstraction, donc on applique un SIGHEAD, un modèle à base de CNN pour prédire un masque. Donc à la fin, donc on a 4 masques qui sont prédits à partir de plusieurs niveaux d'abstraction. Puis on applique une concaténation pour extraire un masque global ou bien la sortie finale. Donc on concatène, donc on fait une sorte de fusion de ces caractéristiques grâce à une couche de convolution 1 fois 1. Les résultats de segmentation, donc on a obtenu une accuracy de 95% en termes de segmentation et je vous montre ici donc le résultat qualitatif de notre modèle. Comme vous voyez, donc à partir donc le réseau elle a réussi à extraire donc les régions qui contiennent de la texture. Surtout, même il y a des fissures par exemple, comme vous voyez dans le dernier colonne. Donc même à la présence des fissures et en appliquant donc les différents, même il y a quel que soit donc l'angle de rotation ou bien de la capture d'écran, donc on peut réussir à segmenter donc les caractéristiques. Okay, donc ça c'est pour un autre type, pour le type heure, ça c'est pour le type carré sur 3 registres, ainsi de suite. Mais par exemple ici, donc on voit que donc le modèle quand même n'a pas bien segmenté
elle a ajouté une partie qui est une autre partie en dessous de tes sons. Donc, mais généralement, donc, dans l'outil final qu'on veut le donner au service de l'archéologie, donc on va donner la main à l'archéologue de choisir donc la vue donc de choisir la bonne vue, c'est-à-dire du capture d'écran, du capture d'écran, comme ça, donc, il peut répéter donc la procédure jusqu'à avoir que les bons résultats de segmentation, ça veut dire que la partie qui contient le décor. Alors ça, c'est pour un autre type. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, donc on a accompli donc les trois premières parties, donc le pré-traitement de l'augmentation de données, de la segmentation, et à ce moment, donc on est en cours de finaliser donc les deux dernières parties, c'est-à-dire l'extraction des Yacine, caractéristiques. Oui. Yacine, tu peux aller un peu plus vite, s'il te plaît? Parce que... Oui, donc je viens de terminer. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Donc voilà, donc maintenant, donc il nous reste donc on est en train de faire donc les deux dernières parties, de finir les deux dernières parties. Donc alors je vais vous montrer donc un démo rapide de l'application que nous avons développée. Donc un démo vraiment rapide. Ok, donc voilà, je vous laisse de voir. Donc, on peut sauvegarder donc, le motif, classifier et ajouter donc, le motif à la base de données. Alors, ça, donc, OK, donc merci pour votre attention et au plaisir de partager avec vous donc, les résultats finaux de nos travaux de recherche. Merci. Effectivement, on n'était pas très loin. Désolé, Yacine, de t'avoir coupé. Je vous en prie. C'est pas grave. Y a-t-il quelques questions? Oui. Moi, j'ai une remarque. J'ai une petite remarque parce que nous commençons à avoir plusieurs projets sur de la sigillée et on comprend à quel point la sigillée est un bon client pour les entraînements en intelligence artificielle puisque les motifs sont faits à base de poinçons ou de molettes et donc ce sont des motifs répétitifs. Et finalement, même s'il reste qu'un tesson, si on n'a pas le reste du vase, on peut quand même travailler, par exemple, pour trouver l'origine, distinguer différents ateliers. Donc, on a un projet fait sur la sigillée d'Argonne avec un décor à molette. C'est un projet de Pablo César avec Paul Van Ossel. Alors, Paul Van Ossel était à Arscan, Pablo César à l'INRAP. Et là, ce qui est intéressant dans cette problématique, c'est que ce sont des séquences de, disons, 4-5 motifs. Et donc, en plus du repérage des motifs, il y a le travail sur les séquences. La séquence permettant de repérer des molettes et là, encore une fois, de repérer des ateliers. Donc, il y a une notion un peu aussi d'analyse qualitative, quantitative. Et on a été contacté récemment, mis en relation d'ailleurs grâce à Pablo, avec un projet qui est dans le sud de la France sur des sigillés à décor de poinçons et qui utilise ou qui adapte l'outil PlanteNet qui a été développé chez eux. Donc, nous, on essaiera aussi de poursuivre de ce côté. Et dernier point, il y a, alors peut-être que vous participez ou je ne sais pas, mais il y a un projet européen assez récent qui s'appelle Automata dans lequel l'INRAP est partenaire. Et Automata vient d'être validé et financé par via le cascading grant du projet européen ECOS. Et donc, il vise au développement notamment, mais pas que, d'une acquisition 3D robotisée avec enrichissement de métadonnées et il s'intéresse, donc c'est sur de l'archéologie, et il s'intéresse à la céramique et au lithique. Voilà, donc là, on commence à avoir autour de Pictoria un ensemble qui pourrait faire l'objet d'une petite séance de présentation qui vous rassemblerait. Là, c'est très intéressant d'avoir de la 3D aussi, votre approche sur la 3D, parce qu'on a du mal à trouver pour le moment des applications issues de la recherche
qui associent 3D, etc. Enfin, voilà, qui ont une présentation qui nous parle parce que l'IA va, par exemple, dans des scanners subaquatiques, d'acquisition subaquatique, là, mais c'est dans la machine, c'est dans une machine faite par une société. Donc, voilà. Mais donc là, c'est très intéressant. Et là, j'ai fini. Merci. Alors, c'est pas éminemment géographique, mais moi, ce qui me plaît dans la présentation, c'est il y a quand même un traitement avec peu de labels ou pas de labels. Ouais. Pas tout à fait, je suis pas encore assez pointu sur les problématiques de labels et d'annotation pour réellement apprécier. Mais moi, ça me parle dans la mesure où en cartographie aussi, on a cette problématique de données peu renseignées. Et donc, mon interrogation, c'était de savoir quelle transposition pouvait-on espérer en attendre dans nos domaines de l'information géographique. Bon, peut-être pas d'y répondre tout de suite, mais c'est peut-être une piste. Ok, donc on va réfléchir. Donc j'ai récemment commencé à travailler sur cette problématique. Donc j'étais vraiment sur l'imagerie médicale. Donc je vois pas vraiment qu'est-ce qu'on mais plus vous voyez que l'apprentissage automatique c'est que les données ou bien la modalité des données qui changent, mais toujours elles restent les mêmes outils. Je vois pas vraiment l'application exacte, mais C'est à nouer. oui, pour un prochain échange. Oui. Après, je pense que dans l'analyse, c'est des motifs qui peuvent paraître très différents, mais il y a des choses qui peuvent être en lien dans l'analyse de cartes anciennes, Voilà. dégradées, où les motifs sont pas entiers. Il y a des outils un peu communs qui peuvent être, à mon avis, dégagés, un peu comme disait également euh, je pense qu'il y a, voilà, dans le fait d'être capable de reconnaître lorsqu'on a une vue partielle d'une séquence ou d'un motif. Oui, de reconnaître Voilà. Après les apprentissages, c'est vrai, par exemple le fait de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage faiblement supervisé ou auto-supervisé, c'est des méthodologies qui sont de plus en plus importantes parce que certes on a des outils d'annotation et de labellisation avec des modèles fondamentaux qui nous aident, mais ça reste quand même un travail très compliqué. Donc tout ce qui peut permettre à une machine, à mon avis, d'apprendre avec peu de labels et un peu plus d'intelligence, c'est toujours bienvenu, quoi. OK.